Bonjour, bienvenue dans T'as raté le coche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour la fonction RH. J'ai mélangé deux sujets qui, à mon sens, sont sous-exploités par la fonction RH. La data et l'IA. La data sous-exploitée parce que ça fait 10 ans qu'on dit au RH, vous avez de la data, utilisez-la. Et en fait, dans l'absolu, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ultra utilisé. Et l'IA qui vient renforcer la complexité de l'équation. Donc pour nous éclairer aujourd'hui, j'ai demandé à 3 invités de venir, qui sont experts de leur domaine. Juliette, qui est experte en data. Paul, qui bosse chez LinkedIn et qui est expert à la fois en data, prospective, IA, avec un focus plus RH. Et puis Mustapha, qui est un expert IA, je dirais global, qui a une vision très complète de la dimension IA, même au niveau international aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Juliette. Bonjour, moi je suis Juliette, je suis super contente d'être là. Je suis la cofondatrice de Polar et nous ce qu'on fait c'est qu'on aide les entreprises à prendre des meilleures décisions stratégiques concernant la gestion de leurs talents en les aidant à bien comprendre et bien analyser leurs données. Et un cas d'usage pour que ce soit un peu plus parlant, c'est par exemple la planification des effectifs dans l'élaboration du budget annuel. Voilà. Bonjour Paul. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Paul Mallet, moi je suis en charge des équipes LinkedIn Learning pour le marché français. Et donc on fait partie de la galaxie LinkedIn au niveau talent. Et on travaille effectivement avec la plupart de nos clients en France sur tous les sujets relatifs à la montée en compétences, la mise en place de culture apprenante également, et puis aussi de plus récent, en tout cas on intervient aussi sur le champ de tout ce qui va être gestion de carrière sur le long terme et tout ce qui est lié à la mobilité interne, justement en se basant sur la data. Mustapha. Bonjour à tous, Bonjour. Je suis également très heureux d'être ici avec vous et d'avoir cette conversation d'experts sur ces sujets-là. Donc je m'appelle Mustapha Benkalfat. Moi je suis venu vers l'IA aussi à la faveur des collaborations avec LinkedIn Learning, puisque je travaille également avec LinkedIn Learning sur des problématiques d'IA appliquées au management. Et je suis partenaire chez Halifax Consulting, qui est un cabinet international qui fait du training et du consulting pour les sales essentiellement, et également entrepreneur depuis 20 ans, et aujourd'hui avec Jobtimize. Et moi, mon sujet de travail, mon sujet d'expertise IA, c'est comment faire en sorte que les personnes stratégiques dans les entreprises qui ne sont pas des techs s'emparent du sujet. Et comment une entreprise devient IA prenante, je dirais. Génial. Alors on va commencer par la base. La base, c'est la data. La data, c'est pas nouveau. Ça fait des années que les RH ont à disposition une multitude d'informations dans divers outils SIRH et qu'ils ne les exploitent pas. Toi, Juliette, tu as monté une boîte qui a pour vocation notamment de les aider à mieux gérer leur data. Qu'est-ce que tu constates quand tu discutes avec tes clients ou des RH aujourd'hui? D'où ils partent, où ils veulent aller? C'est quoi un peu le constat? Je pense que pour commencer, tu l'as d'ailleurs dit en introduction, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de données aujourd'hui dans les équipes RH. Il y en a beaucoup. Il y a 2 problèmes qui font qu'aujourd'hui, la donnée RH, elle n'est pas exploitée. C'est qu'elle est très fragmentée parce que la fonction est très verticalisée. Donc, les équipes recrutement ont beaucoup de data, les équipes formation ont beaucoup de data, etc. Mais en fait, il n'y a pas de centralisation de la donnée. Or, en fait, c'est la centralisation qui fait la puissance de la donnée. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas ça, on aura du mal. Et la deuxième, c'est qu'elle manque un peu de fiabilité parce qu'elle n'est pas propre. En fait, les formats sont différents. Enfin, on ne va pas passer sur les détails techniques, mais en tout cas, elle manque de propreté, elle n'est pas mise à jour, etc. Donc l'un dans l'autre, ça fait qu'aujourd'hui, on a peu confiance dans la donnée qu'on analyse et donc on ne se base pas sur la donnée pour prendre des décisions stratégiques concernant la gestion des talents. C'est un peu, en tout cas, le constat que nous, on fait depuis qu'on a commencé à bosser avec les RH. Mais qu'est-ce que ça leur permettrait de faire, d'avoir une meilleure gestion de leur data? Pourquoi aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel ils vont? Qu'est-ce qui les a obligés, selon toi, à adresser ce sujet maintenant? Plus qu'il y a 10 ans ou même 5 ans? Déjà, c'est parce qu'il y a quand même un gros mouvement d'analytics dans toutes les équipes, en fait. Et donc, les RH sont un peu les derniers, mais en tout cas, on leur demande de plus en plus de comptes. Donc, en fait, elles sont obligées, elles, c'est les équipes, d'analyser leur data. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que c'est quand même plus intéressant de se baser sur de la donnée pour prendre des décisions stratégiques
plutôt que d'essayer d'aller justifier des décisions qui sont déjà prises sur de l'intuition par de la data. Enfin, donc c'est plus pertinent et ça marche mieux. Et troisièmement, c'est que il y a pas à dire, en fait, la donnée, ça aligne les gens. C'est-à-dire que vous arrivez avec des chiffres en réunion, en fait, les gens, ils vous écoutent. C'est pas contestable. Et on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais on peut faire dire moins de choses aux chiffres qu'on peut faire dire à l'intuition, par exemple. Donc ça, déjà, c'est un gros point. Et donc, je pense que là, enfin, tout ça, allant, elles analysent de plus en plus leurs données. En tout cas, elles sont de plus en plus invitées à le faire. Mustapha, en matière d'IA, c'est quoi le défi d'une entreprise aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le consensus, c'est que les sujets d'IA, on se cite particulier qu'on est passé de l'IA pour tous, puisqu'en fait, on a toujours été dans l'IA pour tous. Ça fait des décennies qu'on est dans l'IA pour tous. On en a partout de l'IA. À l'IA par tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui n'a rien d'un développeur, d'un geek, est tout à fait capable de créer sa propre IA. Et le défi des entreprises, c'est que on parle du travail du futur, du RH augmenté, du sales augmenté, etc. Mais ce n'est pas le futur, c'est le présent. Le gap, c'est que les personnes, en tout cas les personnes qui ont une pensée stratégique dans l'entreprise, puissent se représenter ce qu'elles peuvent faire avec l'IA. Or, aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, mais on a deux attitudes qu'on reçoit trop souvent, qui est celle de toute manière, l'IA peut le faire. Tu as l'impression que l'IA peut faire à peu près tout. Donc, quand on connaît l'importance des data dans n'importe quel paramétrage de n'importe quelle IA, même avec des large language models, tu lui donnes un truc dégueulasse, tu vas sortir un truc dégueulasse. Donc, ceux-là se trompent quand même lourdement. Donc, il faut les calmer et leur montrer, pas simplement leur donner des conseils ou des guidelines, mais qu'ils se brûlent les doigts de temps en temps pour comprendre le risque. Et tu as les autres qui disent, qui vont émettre des affirmations de type « de toute manière, l'IA n'innovera jamais », ce qui est rigoureusement faux. Donc tu dois faire un énorme travail d'acculturation et que les gens comprennent non pas ce qui va arriver dans le futur, mais déjà ce qui est aujourd'hui totalement présent et accessible à toutes les organisations. Je pense que c'est vraiment le cheval de bataille aujourd'hui. C'est un sujet de formation. J'imagine que le lien direct là, par rapport à ce que tu as dit et ce que tu as dit les données sont dégueulasses, elles sont pas propres, c'est pas cleané parce qu'elles sont issues de différents systèmes. L'IA peut quand même largement booster la réécriture des données et les rendre plus fiables aujourd'hui. Ah bah, complètement. En fait, l'IA permet de faire plein de choses, et notamment au niveau de l'analyse de données, permet de cleaner des gros sets de données, chose qu'on peut faire en tant qu'humain, mais qui nous prendrait beaucoup de temps. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Je t'ai vu hocher la tête. Bah, ça dépend. Tu as des grosses capacités justement pour cleaner les données, mais le but, c'est que en fait, quand les gens comprennent de quoi il s'agit, ils vont aussi participer à ne pas en créer des dégueulasses. Exactement. Donc l'idée, c'est que si quelqu'un commence à créer sa propre IA sur n'importe quel sujet, il va très très vite comprendre. Et quand il va continuer à alimenter des entreprises comme la tienne en données, ce seront des données de qualité. Donc d'une certaine manière, on a la possibilité aujourd'hui de poser sur la table quelque chose de totalement abouti et intelligible par la masse, ce qui est une révolution. En fait, la qualité des données provient aussi dans le monde RH de ce que tu as dit tout à l'heure. La fonction RH, elle est hyper silotée. Un responsable paye, il va choisir sa solution. Un responsable recrutement, il va choisir son ATS. Un responsable formation, il va choisir son LMS. Il ne va pas aller consulter le directeur recrutement ou le service paye et admin, etc. Ils ont tous choisi une solution. En général, ils se mettent d'accord sur un matricule unique et ça ne va pas plus loin. Mais après, tu retrouves des modèles de données, même au niveau des organisations, qui sont codifiés de façon différente. Tu peux retrouver des référentiels d'emploi qui sont différents. J'imagine que c'est des cas qui parlent. Complètement. Et en fait, on se rend compte que la fonction RH, elle avance pas à pas en fonction d'un besoin et qu'il n'y a finalement pas d'anticipation dans les prises de décision. On n'est jamais dans une réflexion globale. Ils essaient quand même. Maintenant. Ouais. Oh, là encore. Mais la digitalisation de la fonction RH depuis une quinzaine d'années s'est fait pierre par pierre, sans stratégie globale. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Est-ce que c'est quelque chose... c'est quoi votre avis là-dessus ? Ouais, je pense que ça s'est fait effectivement par étapes. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les HR en fait, ont eu l'effet rebond
de cette première transfo digitale qui était la transformation déjà des services marketing et communication, qui étaient beaucoup plus matures sur ces sujets de data et qui ont dû commencer à réfléchir à la gestion, l'analyse des comportements de consommateurs, de clients, la gestion des parcours et aussi potentiellement la fidélisation. Et eux, par effet de rebond, se sont retrouvés avec un souhait, entre guillemets, des comités exécutifs d'avoir cette même approche, finalement, des services RH pour finalement mieux comprendre les talents, réussir à les attirer, mettre en place des campagnes qui seraient beaucoup plus ciblées, et puis cette logique aussi de développement de compétences et de rétention du collaborateur. Donc ça s'est fait par effet de rebond, et du coup, les outils sont arrivés beaucoup plus vite que les compétences elles-mêmes dans les services RH, puisque du coup, il y avait des gaps de compétences sur notamment tout ce qui était analyse de données, tout ce qui allait être relatif à la mise en place de campagnes, tout ce qui est digitalisation de process en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce premier écart. Et l'écueil, c'est qu'en fait, depuis des années, ils sont équipés d'outils performants. Ils ont réussi à mettre en place des outils d'agrégation en fait, de données. Mais la finalité, 2 points sur lesquels ils ont peiné, c'est la mise à jour de ces données, arriver à tenir effectivement toutes ces datas à jour. Quand on est sur des référentiels de compétences sur un fichier Excel, tu penses bien que c'est compliqué. Quand on est sur du déclaratif de compétences également du profil du collaborateur, eh bien, c'est fait à un moment, mais est-ce que ça va être fait dans la continuité? Donc ça, c'est un premier challenge qu'ils ont eu, c'est cette donnée. Comment je fais pour la mettre à jour régulièrement? Et le deuxième point bloquant, c'est la prise d'action. Qu'est-ce que je fais de cette donnée? Et donc, il y a un moment, il y a eu une période, je pense, aussi, où on agrégeait beaucoup de données, on faisait des analyses, on les partageait effectivement en COMEX, mais quelle est la finalité, quelle est la prise d'action? Et c'est peut-être ça qu'aujourd'hui va pouvoir libérer, justement, l'IA, en tout cas, va avoir un impact sur ces sujets-là. Ça va être effectivement le connecteur entre potentiellement ces outils, ces données, et la prise d'action, in fine, pour les sujets talents. Alors à titre d'exemple, toi, chez LinkedIn, c'est un peu ce que vous avez fait pour construire vos programmes learning, en fait. Vous avez analysé la data présente dans les profils, en fait, des collaborateurs, oui, mais des abonnés, des membres, voilà. Tout à fait. Pour en tirer des hypothèses de besoins des entreprises en termes de compétences spécifiques. Et c'est comme ça que vous avez décliné sur LinkedIn Learning les formats qui, selon vous, allaient être les plus émergents, les plus pertinents maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans. Absolument. En fait, on est parti de cette donnée. Alors déjà, elle est riche, elle est profonde, c'est ça qui aide. C'est 1 milliard de membres. Tu vois à peu près vous voyez à peu près le nombre de données qu'on peut avoir sur un profil LinkedIn. Et il y a un élément important ici, c'est qu'on n'est pas sur de la donnée figée. Et en fait, nos membres, ils vont volontiers pour mettre à jour régulièrement cette donnée parce qu'elle est relative finalement à son image professionnelle, son parcours, et c'est des choses qui se mettent naturellement à jour. Pour preuve, en fait, sur les 12 derniers mois, on a vu 475 millions de données relatives aux compétences qui ont été ajoutées au profil de nos membres. C'est pas 475 millions de membres qui se sont ajoutés. Ça prouve bien qu'il y a une valorisation de la compétence pour nos membres aujourd'hui. Et c'est ça, effectivement, qui va être au cœur du réacteur pour nous. Parce que comme cette donnée, elle vit, ça nous permet de cartographier finalement les compétences. On en a plus de 41 000 aujourd'hui. Et de pouvoir détecter, justement, comme tu disais, hein, les tendances de fond. C'est-à-dire qu'on voit s'opérer avec une taxonomie de job et une taxonomie de compétences, par ailleurs, on voit tout de suite l'évolution de ces métiers. La grosse transfo qui est en train d'arriver aujourd'hui sur certains rôles, on peut déjà la détecter sur certaines régions. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'extrapoler ce qui va se produire sur d'autres et justement de décider d'aller produire un module de formation. Tu parlais de l'IA, on a largement collaboré ensemble là-dessus. C'est justement comment on se dit qu'il y a un besoin là tout de suite en France parce qu'on voit la transformation s'accélérer. Et donc c'est fondé effectivement sur la donnée. Oui, l'exemple typique de l'IA, tu as vu je ne sais plus combien de compétences relatives à l'IA apparaître. On en avait 78, c'est en train d'évoluer. En fait, on les classe. En fait, on a en fait, des groupes, des buckets, comme ils appellent, en fait, de compétences. Elles sont classifiées, elles sont regroupées.
On en avait identifié 78 et ça évolue de jour en jour. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru voir qu'on était monté à 102 et ça en 3 mois depuis la dernière fois qu'on a parlé. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose et ça pour nous, voilà, c'est un signal effectivement qu'on utilise. Il y a un autre aspect, on n'en a jamais parlé tel quel, mais le modèle français, européen de gestion, de RH au sens large est en train de changer. C'est-à-dire que le modèle classique d'organisation où avant on raisonnait par métier au niveau de toutes les fonctions RH est complètement en train de changer, avec un raisonnement non plus par métier, mais à la compétence. Et ce que tu montres via LinkedIn et le fait que les utilisateurs eux-mêmes se sont appropriés la mise à jour de leurs propres compétences, ça va dans ce sens. Ça montre aussi que c'est tout le monde du travail qui change. On n'est plus en train de dire « c'est ça mon métier », c'est un peu plus que ça. Mon métier, c'est telle compétence. Et donc, on sent qu'on a aussi ce changement en matière d'organisation de référentiel. C'est la compétence maintenant, plus que le métier, qui va devenir la clé. On observe ça, moi je l'observe aussi quand je discute avec des DRH, on est aussi sur cette transformation. Avant, tu avais tes métiers qui étaient la clé et tu associais des compétences. On a une espèce d'inversion comme ça où la compétence devient plus importante même que le métier de façon, je dirais, plus généraliste. Il y a un point qui va parler au RH, plus ou moins parce que dans l'absolu, ils ne le font pas tous, mais c'est le workforce planning. Workforce planning qui associe à la fois des datas très précises et de l'IA, forcément, puisque l'objectif du workforce planning, c'est de pouvoir projeter des modèles d'organisation, d'anticiper les besoins en compétences, d'en déduire les besoins en formation, les passerelles de mobilité, etc. Plutôt un modèle qui nous vient, comme d'habitude, des pays anglo-saxons qui, eux, ont beaucoup d'avance sur ces stratégies RH. Tiens, Juliette, tu peux nous l'expliquer, ce modèle de workforce planning? Pourquoi c'est important d'être dans ce mode opératoire et de se dire il faut qu'on travaille sur le workforce planning? En fait, c'est important parce que ça permet de s'adapter à un marché qui change énormément et très très vite, avec justement des compétences qui évoluent très vite. Donc en fait, si on n'est pas un minimum préparé à s'adapter, en fait, on se retrouve avec, par exemple, toutes les boîtes qui n'ont pas anticipé l'avènement de l'IA, qui se retrouvent à vouloir former les gens très rapidement, à devoir embaucher des gens qui coûtent déjà très cher parce que c'est des métiers qui sont extrêmement pénuriques sur le marché du travail. Donc en fait, juste le fait d'anticiper, ça permet d'aller sereinement vers une évolution de son organisation, quoi. Donc en ça, c'est très important. Moi, j'ajouterais un point qui m'a été soufflé par une interview que j'ai faite hier pour un bouquin que je suis en train d'écrire. C'est le patron de AI and Safety de Stanford. Donc en général, quand ces gens-là parlent, on les écoute. Et je trouve que c'était super intéressant et que je constate dans toutes les conversations que j'ai, c'est que pour lui, le principal sujet, c'est est-ce que vous savez concrètement quel problème vous voulez régler? Et sur la question du workforce planning, il y a un côté, on va avoir un problème, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec de la data, de l'IA? Est-ce qu'on s'assoit suffisamment longtemps pour répondre? Lui, il dit c'est la chaîne des pourquoi. Mais pendant 1 heure, on pose la question du pourquoi. Est-ce qu'on le fait? Alors, on parle des RH, mais dans beaucoup d'autres fonctions qui dépendent, qui sont des fonctions de management et donc qui sont des fonctions RH, mais pas forcément sous la responsabilité des RH. Les problèmes qu'on a évoqués là se retrouvent partout dans les organisations. Mais c'est vrai que l'une des premières choses par rapport au workforce planning, c'est déjà de se poser et d'identifier les problèmes qu'on va avoir à résoudre. Déjà, en général, les problèmes qu'on va avoir à résoudre dans les entreprises, dans les organisations, on les a déjà. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Les problèmes actuels vont juste être les problèmes de demain en plus gros souvent. Donc, tu as quand même ce premier aspect-là. Et les solutions, parce qu'on parle de l'IA, mais ce sont des solutions d'IA tellement différentes. Aujourd'hui, c'est les IA génératives qui émergent. Elles émergent parce qu'on peut comprendre. Avant, même sur Data IQ ou quoi, des gens, ils regardaient des workflows, des tableaux hyper flippants, ils arrêtaient. Aujourd'hui, t'as les gens qui vont sur ChatGPT ou autre et qui chattent, donc c'est quand même pas hyper compliqué. Et t'as ceux qui utilisent, donc c'est le niveau légèrement au-dessus, qui utilisent des outils comme ChatGPT pour comprendre des trucs qu'ils comprenaient pas avant. Mais tu vois, donc il y a le défi,
c'est un défi de complexité multidimensionnelle. Et c'est un défi, c'est pour ça que le sujet m'intéressait. Moi, je n'ai pas d'expertise technique depuis quelques années, j'ai fait des maths avant, mais j'y suis venu parce que c'est un sujet philosophique pour les RH. Alors, c'est bizarre de dire que c'est un sujet philosophique quand on parle de l'IA, mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le message que je porte, c'est qu'il y a des gens partout dans le monde que je rencontre qui n'arrêtent pas de faire en sorte que ça devienne de plus en plus simple de faire des applicatifs d'IA. Le futur immédiat qui s'annonce est déjà extraordinaire d'opportunités. Quand tu parles d'IA, une question sur l'IA, est-ce que ça peut faire quelque chose? La réponse n'est pas oui ou non, c'est oui ou quand. Et donc tu vois bien que ça change tout, mais la résistance, elle est humaine. Donc même sur le workforce planning, moi j'ai créé une application c'était dingue, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais ça fait un travail complètement fou. Je suis tout seul sur ce sujet-là. C'était un truc que j'ai fait pendant l'été. Et ça, c'était absolument inenvisageable il y a quelques années. Donc, je pense que le sujet IA est intéressant et moi, j'essaie de le dédramatiser parce que c'est vraiment un sujet humain. Et le patron de DataIQ a dit un truc, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il dit le principal coût intelligence artificielle dans les organisations, c'est le coût de la résistance humaine. C'est-à-dire ce qui va te coûter un maximum de fric. Ça ne va pas être les serveurs, ça ne va pas être les GPU, ça va être la conduite du changement, la formation, les réunions. C'est quand même fou de se dire ça. En fait, si j'avais une question à vous poser, l'objectif de cet épisode, c'est plus qu'une prise de conscience pour la fonction RH. C'est, selon toi, Juliette, si les RH continuent à ne pas exploiter leurs data, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce que je mettrai en préambule que souvent, ce qu'on reproche à la fonction RH, c'est d'être absente de la dimension business de l'entreprise. Mais comment tu peux être présent et impactant dans la dimension business de l'entreprise si si toi-même, tu n'arrives pas à gérer tes propres data, en fait? En fait, tu fais toujours une analyse data pour faire quelque chose. Et en fait, c'est juste que moins on analyse sa donnée, moins ce qu'on décide de faire, c'est pertinent. Et donc, en fait, on entretient un cercle vicieux de en fait, je mets en place des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc, la confiance dans ce que je suis en train de mettre en place, elle diminue. Et en fait, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on dise en fait, les RH, elles servent à rien. Dès qu'elles veulent mettre un truc en place, elles sont complètement à côté de la plaque parce qu'elles nous écoutent pas, parce qu'elles font pas ce qu'on dit, parce qu'on remplit des enquêtes d'engagement et ça change rien. En fait, il est là le problème. Il est dans la confiance qu'on va porter dans « j'ai confiance dans ma RH pour mettre en place des choses qui vont faire que je me sens mieux dans mon entreprise ». Moi, c'est un peu le risque que j'ai identifié en tout cas. Mustapha. J'aimerais te poser une question, toi aussi Paul, mais le truc, c'est que j'ai aussi l'impression qu'elles sont à la remorque de ces grands changements, qu'elles sont sous une pression maximale, les personnes dans les ressources humaines, et qu'au fond, il y a ce côté, on va se mettre à l'IA. Et il y a un côté maximaliste, tout ou rien, ce qui est quand même le facteur clé de succès pour foirer un projet. Alors, au lieu de faire progressivement, même s'il y a des POC, tu as quand même je pense que, moi, ce que j'aimerais dire aux personnes en RH, c'est vraiment de porter le côté, de saucissonner un peu les problèmes et aussi de prendre le temps d'apprendre eux-mêmes dans les départements RH en menant des trucs assez spécifiques. Au lieu de dire on va se mettre à l'IA, parce que ça c'est la rentrée 2025, c'est quand même la grande rentrée de on va se mettre à l'IA. Et derrière, on va payer beaucoup, ça va pas bien se passer, on va encore plus dévaloriser le travail des RH. Et on va rien faire. On va faire, mais on risque de parfois... tu parlais du fait que parfois quand on ne sait pas un truc, c'est là où on est le plus affirmatif. J'avais appelé ça le paradoxe de l'incertitude. Les hommes politiques sont très bons là-dedans. Moins ils sont sûrs d'un sujet, plus ils sont assertifs et ils s'accrochent à ce truc-là. Et c'est typiquement ce qui risque d'arriver en 2025 si on y prête paga. Moi, je parlais plutôt de se mettre à la data plutôt que de se mettre à l'IA. Ouais, okay. Effectivement, là où tu as raison, l'IA, c'est tellement gros qu'en fait, se mettre à l'IA, ça veut rien dire vraiment. C'est plutôt... C'est exactement ce que tu dis, c'est faire le bon diagnostic. C'est quoi notre problème? C'est quoi le problème qu'on veut régler en priorité? Parce qu'il y en a 1500. Et ce problème, comment est-ce qu'on va le régler? Est-ce que l'IA peut nous aider à régler ce problème? Si oui, on y va. Sinon, on le règle autrement, en fait. Et là où je te rejoins, c'est que à quoi bon utiliser l'IA dans la fonction RH si on n'a pas traité la problématique data en amont? Je vais pouvoir réconcilier les deux parties aujourd'hui. Merci, tu nous sauves. En fait, le sujet data, pour la prise de conscience qui est en train de se passer par rapport à ce que tu partageais, nous, on a analysé qu'effectivement, il y avait des gros changements qui allaient s'opérer en termes de compétences. Donc, le référentiel de compétences inhérent à chaque job, il est en train de changer. On le mesure, nous, depuis 2016. Et à date, si on fait la comparaison à aujourd'hui, on a vu 25%
du socle des compétences qui a évolué en cours de route. Notre étude de l'année dernière démontrait qu'on irait jusqu'à 50% des compétences qui auraient changé d'ici 2030. Donc il nous reste 6 ans, 5 ans et demi. Sauf qu'avec ce qui vient de se produire comme grand boom de l'IA et de la GenAI depuis un an, on a réévalué ce chiffre à 68%. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que ça va toucher toutes les fonctions de l'entreprise. Ça veut dire que potentiellement, donc, des nouvelles compétences vont émerger. Ça veut dire que ce sera effectivement incontournable. Si tu n'es pas en mesure aujourd'hui de pouvoir jauger des compétences qu'ont tes collaboratrices et collaborateurs, et que justement, tu ne t'appuies pas là-dessus pour amorcer cette transformation. Tu parlais des risques. Le risque de ne pas avoir cette donnée, de ne pas pouvoir la collecter, de ne pas pouvoir la confronter, c'est potentiellement des risques liés à l'activité de l'entreprise. À un moment, ça peut poser des questions sur la productivité, ça peut poser des questions sur l'activité, la pérennité de l'entreprise. Tu sais, c'est dans ces grands moments qu'en fait, énormément d'entreprises se font disrupter parce que tu as des modèles beaucoup plus récents qui se mettent en place. On a vu des choses sortir, d'ailleurs, d'un point de vue RH, il y a un an, qui étaient assez inimaginables encore sur cette période-là. Donc c'est pour ça qu'il est primordial en fait, qu'il se base déjà sur cette transformation qui est inéluctable au niveau des talents. Et donc après, l'IA, c'est le sujet pour moi effectivement d'adoption des outils, mais c'est aussi le sujet de formation, tu vois. Et donc cette donnée-là, s'ils ne l'ont pas, s'ils n'ont pas ces tendances-là, ils peuvent passer à côté ou faire preuve d'une certaine latence, effectivement, qui vont avoir du mal à rattraper par la suite. Merci Paul, parce que ça aussi, je ne sais pas si les gens se figurent bien comment ça peut se passer, mais il faut juste imaginer Internet sous stéroïdes, quoi. C'est-à-dire que le temps que ça a pris d'avoir Amazon qui concurrence la Fnac, Darty, etc., là, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite, parce qu'il y a des gens qui sont sur le sujet, et plein d'industries, plein de secteurs d'activité où on ne se sent pas concerné. C'est 15 ans versus un mois. Ouais, c'est à peu près ça à l'échelle, quoi. Disons qu'en tout cas, ils vont voir arriver des acteurs méga agressifs, et ça va faire très mal. Donc, les RH ont bon dos, mais je pense que même leurs supérieurs devraient, eux, quand même se pencher sur le sujet et faire un peu d'analyse prospective aussi. C'est ton point, c'est de toute façon, il faut sensibiliser au niveau du top management, et ça ne doit pas être un sujet que HR, il faut vraiment que ça remonte tous ceux qui font de la stratégie, tous ceux qui pensent l'entreprise à plus de 3 ans doivent avoir une maturité data, parce que c'est clairement, il n'y a pas de bonne IA avec, sans une maturité data, puis ensuite se représenter. Le terme est vraiment comment on s'imagine le truc. Il y a encore beaucoup trop de relais médiatiques où on imagine l'IA, ce truc de science-fiction. Surtout que les dirigeants ont rarement 25 ans, donc ils ont encore tout ce truc de la science-fiction avec des trucs apocalyptiques. Alors, régulation, tous ces abris. En attendant, il se passe des trucs. Hein. Cool. C'était bien l'objectif de cet épisode, d'alerter les RH de façon beaucoup plus pertinente sur les dangers de rester statique finalement, et de leur faire prendre conscience que il va falloir se bouger sur la data et sur l'IA et adopter radicalement des changements de mode opératoire, et pas en 2025. Quelque part, c'est un peu ça l'idée. C'est là, dès la rentrée, c'est pas adopter l'IA. C'est cleaner vos data, mettre en place des actions pas à pas au niveau de l'IA. Ne vous lancez pas dans des projets pharaoniques, mais démarrez maintenant. Merci. Je vais laisser Christophe, merci équipe. Vous faire son fameux quiz RH. Alors, vous n'êtes pas RH, mais ce n'est pas des questions techniques RH, vous inquiétez pas. Donc bonjour à vous trois et bienvenue dans mon super quiz. Aujourd'hui, je vais vous poser 10 questions chacun votre tour avec plusieurs choix de réponses, et il faudra répondre vraiment sans commentaire, du tac au tac. Ok. C'est bon? C'est parti? Très bien. Let's go. Selon vous, les employés préfèrent des évaluations de performance continues ou des entretiens annuels? Continue. Croyez-vous que le télétravail réduit la collaboration efficace entre les équipes? Oui ou non? Non. Quelle soft skill pensez-vous sera la plus importante pour les leaders RH de demain? Adaptabilité, empathie, pensée critique ou communication? Communication.
Croyez-vous que le concept de semaine de travail de 4 jours deviendra la norme en France, oui ou non? Non. Quel est votre environnement de travail idéal? Bureau traditionnel, 100% remote ou un mix des deux? Un mix des deux. Pensez-vous que l'IA va supprimer des emplois au sein de la fonction RH, oui ou non? Oui. Pensez-vous que la diversité et l'inclusion sont actuellement bien intégrées dans les politiques RH des entreprises françaises? Non. Avez-vous déjà envisagé de quitter un job à cause d'un manque de reconnaissance, oui ou non? Oui. Si vous pouviez introduire une nouvelle technologie dans la fonction RH de demain, laquelle choisirez-vous? Capteur biométrique pour le bien-être, interface cerveau-machine pour l'engagement des employés, assistant virtuel RH basé sur l'IA, recrutement en réalité virtuelle ou évaluation des talents par onde cérébrale? Le troisième. Ok. Pensez-vous que le droit du travail en France est un frein à la productivité des entreprises et au marché de l'emploi? Oui. Eh bien, c'est super, vous avez bien joué le jeu. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser avec Simon pour la conclusion. J'aimerais que vous me partagiez une conviction que vous avez sur l'IA et les RH qui est encore trop peu partagée, peut-être encore impopulaire au sein de la fonction. Tu veux commencer? Mettre un outil d'IA dans l'entreprise avant de former les gens, c'est le meilleur moyen de sous-utiliser l'outil en question longuement. Et je pense qu'on est assez aligné là-dessus. Le sujet de l'IA n'est pas un sujet qui est uniquement dans le giron en fait, des équipes tech. Aujourd'hui, tout le monde doit se l'approprier. Ça veut dire qu'on doit prendre effectivement des actions pour former. On doit s'assurer effectivement que les outils déployés sont utilisés, qu'il y a une acculturation qui soit un peu globale là-dessus. Et ça n'est pas le sujet que de l'équipe formation, c'est un sujet qui concerne vraiment toute l'entreprise. Moi, je ferais un peu la différence entre les IA qu'on dit spécialisées et les IA qui sont plus généralistes. Et je pense que si on doit commencer, c'est avec d'abord l'IA spécialisée, donc vraiment un problème, une solution qui est à laquelle l'IA répond très bien. Et puis après, continuer comme ça pour aller vers de plus en plus d'IA dans l'entreprise. Mais commencer petit et le faire très bien, je pense que c'est une bonne base. Voilà. Génial, merci à tous les trois pour cette réponse. Et je vais inviter Christophe et Eva pour conclure le podcast. Bon merci à tous les trois pour cet épisode. On espère que ça va inspirer nos amis de la communauté RH. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de T'as raté le coche. Merci beaucoup. Merci. Merci.